Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance du séminaire Architecture et Care de la chaire de philosophie à l'hôpital. Si tout le monde m'entend, est-ce que quelqu'un peut indiquer en ligne si vous nous entendez bien? Pour rappel, ceux qui ne connaissent pas ce séminaire, donc c'est un séminaire qui a été lancé qui démarre sa troisième année, enfin qui est au milieu de sa troisième année, qui est consacré au lien entre architecture et care, c'est-à-dire à la dimension spatiale du soin et la dimension soignante de l'espace. C'est quelque chose qui a été monté dans le cadre de la chaire de philosophie à l'hôpital, qui est une structure de recherche et d'enseignement montée initialement par Cynthia Fleury à Sainte-Anne. Et le séminaire Architecture et Care a pris officiellement ses quartiers sur l'Adamant à la fin de l'année dernière, parce que ça nous a semblé, avec Cynthia, intéressant de nous installer ici, parce que c'est un lieu qui incarne de plusieurs manières cette relation entre architecture et soins. Donc on a fait 2 séances ici l'année dernière, et puis on a décidé de pérenniser notre présence ici. Donc là, nous sommes dans la 3e année. Je vais juste rappeler un tout petit peu le programme de l'année avant de laisser la parole à mes invités. Alors, juste quelques mots très rapides. Donc aujourd'hui, donc on a Gérard Ronzati et Éric Piel. Je vais en dire 2 mots ensuite. Donc cette année, comme je l'avais déjà expliqué les dernières fois, c'est des séances uniquement avec des invités pour essayer de multiplier les différents points de vue de personnalités qui travaillent sur les relations entre architecture et soins. On aura une séance, la prochaine séance en janvier, qui sera avec Gideon Boy. Le nom de sa séance est en anglais, mais il va le faire en français. Du coup, ça sera plus simple que ça en a l'air. C'est un architecte et un philosophe belge, grand spécialiste des liens entre architecture et soins, et toute l'histoire de l'architecture psychiatrique en Belgique, qui a notamment travaillé avec les architectes ADVBT sur un projet qui est passionnant, qui est vraiment l'un des projets qui a le plus creusé la question de la relation entre architecture et psychiatrie d'un point de vue très conceptuel, qui est un projet, la réhabilitation du projet, la transformation d'un pavillon d'un centre psychiatrique qui s'appelle Caritas, près de Gand en Belgique, où les architectes, avec Gideon Boy, qui accompagnent les agences, ont poussé loin les logiques de réparation, de maintenance, d'entretien, en faisant des parallélismes très formels entre réparation d'un bâtiment, d'un lieu, et réparation d'un individu. Donc c'est un projet qui est très manifeste, qui est très emblématique, et aussi intéressant dans le fait qu'il ne fonctionne pas exactement comme il aurait dû. Donc il va nous raconter ça. Parmi d'autres projets, puisque c'est aussi un spécialiste des liens entre architecture et care, notamment côté belge. Ensuite, on aura Jean-Philippe Pierron, donc philosophe spécialiste des sujets du soin, notamment du point de vue de l'espace. Nous aurons ensuite Colline Periano, qui est présente ce soir, qui va nous présenter sa recherche doctorale sur l'architecture hospitalière. Fanny Serrez, ensuite, qui est une architecte qui est installée dans le sud de la France et qui travaille beaucoup sur les EHPAD, sur la question du vieillissement et ce que peut faire l'architecture institutionnelle pour accompagner le vieillissement et la perte d'autonomie. Et enfin, Peter Versteeg et Catherine Versteeg-Cellier, qui travaillent tous les deux en Suisse et qui ont fait des très belles expérimentations de co-construction d'architecture avec des patients dans des hôpitaux psychiatriques. Ils ont écrit un livre qui s'appelle Folie, qui est une espèce de témoignage de ce travail-là. Et puis donc aujourd'hui, c'est une séance très un petit peu spéciale, puisque la séance est consacrée à l'Adamant lui-même. C'est une séance qu'on attendait depuis un petit moment, avec donc Éric Piel, qui est à ma gauche, qui est psychiatre, qui a été chef de secteur psychiatrie à Esquirol, qui est notamment connu pour avoir co-rédigé un rapport au début des années 2000 sur la santé mentale, qui a aussi pratiqué la psychiatrie avec Médecins sans frontières, voilà, et qui est le fondateur de ce lieu qui est l'Adamant. Et puis à sa gauche, Gérard Ronzati, donc architecte, fondateur de l'agence N-Design, spécialiste de l'architecture flottante. Il a fait beaucoup d'architecture flottante qui sont sur la scène, et qui est l'architecte de ce magnifique lieu. Donc voilà, tous les deux sont avec nous aujourd'hui pour nous raconter ce lieu. Donc je vais écouter ce spot qui nous aveugle, et puis je vous laisse commencer. Vas-y.
Encore une fois. Un petit effort. C'est bon? Pas du tout. Comment ça marche? Il n'y a pas un bouton. Voilà. C'est celui-là. Après, je vois plus rien. C'est comme ça t'habitues en fait. Bon, j'étais psychiatre ici et quand Eric m'a envoyé un petit mail pour me demander de venir parler de ma contribution à ce lieu, je me suis demandé de quoi il voulait que je parle. J'ai pensé que d'abord, il fallait que je me présente parce que comment est-ce qu'on peut imaginer avoir une idée de mettre un lieu de soins sur l'eau, ça paraît un peu barge pour le coup. D'ailleurs, il y en a une à côté, je crois. Hein. Et d'ailleurs, on me l'a dit hein, pendant tout le temps de la gestation de ce projet. Donc, pourquoi est-ce que ça m'est venu? D'abord parce que moi, je suis un homme du XXe siècle, pas le XXIe. Et ça, d'ailleurs, c'est un objet du XXe siècle qui existe au XXIe parce que ça prend le temps que ça prend pour se construire. Et je suis un homme du XXe siècle et j'ai abordé la psychiatrie en plus. Ça va expliquer hein, pourquoi j'en arrive là. J'ai abordé la psychiatrie en 1968, en mai 1968. Moi, je suis né à ce moment-là à la psychiatrie et quasiment au monde, si on peut dire. Dans une réunion, la première fois que j'ai rencontré des psychiatres, la première fois qu'on m'a parlé de psychiatrie, c'était à Sainte-Anne, un soir, assez glauque, c'était sombre, et il y avait là les stars de l'époque, tous. Il y avait Houry, il y avait Daumaison, il y avait Bonafé, il y avait Guattari, il y avait Gentis, enfin, j'en oublie encore. Lacan? Non, Lacan ne faisait pas partie de ce groupe-là. Il n'a jamais été militant. Hein. Toscaïa, c'était là? Il n'y avait pas de Toscaïa. Il y avait, je ne me souviens plus, enfin, il y avait. Et moi, j'ai écouté des gens que j'imaginais pas que c'était possible d'entendre des gens installés dans leur métier, etc. Et qui, donc en 68, hein, c'était une période où tout se disait, mais eux, non seulement ils disaient des choses, ils avaient des projets, mais ils les faisaient. Tout était possible à leurs yeux, et ça correspond d'ailleurs ça m'a fait souvenir l'atelier des Beaux-Arts en 68, ils balançaient des slogans en permanence. Il y en avait un, c'était « exiger l'impossible ». Pour moi, je suis sorti en me disant « ces gens-là, ils ont un métier extraordinaire, ils font tout ce qu'ils veulent, tout est possible, donc je vais faire ça ». C'est pour ça que je suis devenu psychiatre. C'était vachement passionnant, hein. Je vous garantis que c'est une autre époque. Quand je dis je suis du XXe siècle, c'est vraiment une autre époque par rapport à maintenant. D'ailleurs, je pense que ce bâtiment, c'est un bâtiment qu'on devrait inscrire au bâtiment historique. Et même, puisque c'est un bâtiment vivant, on devrait le mettre dans les espèces en voie de disparition. Bon. J'ai cheminé la psychiatrie et j'ai compris donc à la suite de toutes les années, etc., que pour faire bouger la psychiatrie, l'institution psychiatrique, il fallait être à l'intérieur. Il y a des copains qui, eux, préféraient se mettre à l'extérieur du service public. Moi, je pensais qu'il fallait être à l'intérieur. On va se présenter comme ça tous les deux, et puis après, vous allez participer, parce que sinon, on ne va pas faire un topo. Bon. J'ai habité, moi, pendant presque 40 ans, sur une péniche dans Paris. Ce qui explique un peu le lien qu'on peut faire avec Adamant. Je me sentais expert,
de l'habitat fluvial. Je me sentais en mesure de défendre quelque chose qui me paraissait un privilège de pouvoir être sur des endroits comme ça. Donc, j'ai fait le lien et je suis allé un jour présenter à 2 ou 3 dans le service, puis petit à petit, cette idée, est-ce qu'on va pouvoir faire, puisqu'on faisait la restructuration du Paris Centre, est-ce qu'on pourra pouvoir faire un lieu de soins sur la Seine? Au début, je pense qu'il y en a quelques-uns qui se sont dit que j'avais une fièvre, que je leur parlais, que j'étais devenu. Il fallait que je me fasse soigner dans le service, quoi. Et puis petit à petit, ça a passé. Après, on va en parler. Bon, ben voilà, je voulais juste dire pourquoi j'étais là. Mais c'est important parce que c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que l'Adamant, c'est un lieu de soins, mais c'est un bâtiment flottant. C'est vrai que c'est une chose importante. Donc, moi, je suis Gérard Rosati et je représente Seine Design, qui est une équipe d'architectes et d'ingénieurs. Et on ne fait que de l'architecture flottante, des bateaux et de l'architecture flottante. Et par choix, et on va certainement expliquer un peu, venir sur les raisons pour lesquelles c'est un choix fait pour nous de ne faire que de l'architecture flottante. Juste, donc nous sommes installés tout près d'ici, hein, nous sommes une petite équipe sur installé notre atelier sur une péniche pas loin d'ici. Et ça, c'était vraiment le plus grand des hasards. Et donc, nous avons il y a eu une petite au début. On a décidé avec Eric finalement de faire ce soir une sorte de présentation un peu chronologique, une histoire en fait du projet. Comment ça s'est passé, très simplement, depuis les prémices et l'idée d'origine d'Eric jusqu'à la réalisation et la mise en service. Voilà, on va peut-être, si vous voulez bien, travailler de son chronologique, comme ça, on va essayer de raconter l'histoire comme elle s'est déroulée. Mais déjà, pouvez-vous nous dire comment vous vous êtes connu? Oui, donc le début, c'est ça. Il y a eu donc après donc la formulation d'une sorte de programme. Il y avait une sorte de programme parce que c'est un lieu ici qui se définit en termes programmatiques, comme on dit. Hein, on va revenir là-dessus, comme un ensemble d'ateliers thérapeutiques médiatisés. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous l'a dit. C'est comme ça qu'il a été présenté. C'est comme ça que les programmateurs le présentaient. Et donc voilà, on a abordé donc au tout début le projet. Il y a eu, je crois, un choix d'architecte qui a été fait, une sorte de candidature, c'est ça? C'est comme pour tous les projets architecturaux dans des institutions, il faut. Enfin, celui-là était tellement particulier qu'il a fallu avoir un certain nombre franchir un certain nombre d'obstacles que je vais raconter, mais avant d'en arriver à une publication pour un appel d'offres, je ne sais pas comment on appelle ça, un appel d'offres aux architectes qui veulent bien concourir. Alors, avant d'en arriver là, vous imaginez, déjà, j'ai dit que certains pensaient que j'avais eu une fièvre pernicieuse, je ne sais pas quoi, mais c'était au niveau du service. Après, il m'a fallu aller voir le directeur de l'hôpital en lui disant, monsieur, je voudrais faire un hôpital de jour sur l'eau. À chaque fois, ça a été comme ça. Hein, mais heureusement, assez vite, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a aidé, mais alors, sans qui il n'y aurait jamais eu la réalisation. Là. J'ai rencontré Madame Pénélope Comitès, qui à l'époque était élue parisienne de la municipalité, et par délégation de Delanoë, elle était présidente du conseil d'administration de l'hôpital. C'était une élue écolo et assez ouverte. Et j'ai sympathisé avec elle. Mon histoire, je lui parle de mon histoire. Elle était assez folle dingue pour pouvoir accrocher. Et puis on est allés tous les deux faire le tour des résistances possibles. Le premier, c'était d'avoir un accord politique, donc elle est l'accord politique de Delanoë pour soutenir ce projet. Donc on est allé voir Delanoë, qui m'a posé une seule question: est-ce qu'il y en a un autre dans le monde? J'ai dit non. Alors il était content, il a dit bon. Après, on est allé voir. Hein? À double tranchant. Oui, mais enfin, non, ce qu'il lui fallait, c'était l'originalité.
il était content de ça. Enfin, je ne sais pas si ça l'a rassuré, mais enfin, je sais pas, oui, enfin bon, en tout cas, cette réponse-là était celle qu'il voulait. Ensuite, il a fallu aller voir les autorités du port, les gens qui gèrent le port de Paris, qui donnent des autorisations. Alors là, y aller avec le soutien de M. Delanoë, en la présence de Mme Comitès, c'était aplanir un peu toutes les résistances. Ce qui s'est fait. Hein. Mais bon, je vous dis ça, j'y allais dans mes petits souliers, hein, quand même. À chaque fois, ça va s'arrêter là, cette affaire. Et puis non, ça a continué. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Oui, Bureau Veritas. Je me souviens encore, je ne sais pas pourquoi, j'ai rencontré un type au port autonome, j'ai rencontré un mec du Bureau Veritas qui m'a dit jamais je vous laisserai faire un truc pareil. Vous vous rendez pas compte, ils vont tous se jeter à l'eau. Ça ressemble à... Et moi je lui ai dit, mais alors pourquoi vous ne mettez pas des barrières sur tous les quais? Alors ils arrêtaient. Non mais il faut se rendre compte que c'est ça le niveau. Quand on a un projet comme ça, hétérotopique, comme vous dites, c'est-à-dire un peu marginal, un peu différent, on se heurte à ce type d'opposition de base. J'avais un autre argument pour le ministère, là, celui-là, et pour la DAS, c'est qu'à l'époque, le secteur avait loué des 3 ou 4 étages, je ne me souviens plus, au Châtelet, pour l'hôpital de jour, etc. Ça coûtait 500 000 € par an. Moi, je pensais qu'on n'en était pas encore à l'appel d'offres et au résultat de l'appel d'offres, mais je pensais que ça coûterait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Donc, je disais qu'en 5-6 ans, l'hôpital, ou les finances publiques, en tout cas, seraient gagnantes. Donc ça, c'était un argument, mais alors fort. Hein. Le ministère et la DAS, ils étaient à fond là-dessus parce que j'allais leur faire gagner de l'argent. Enfin, pas perdre de l'argent. Pas la même chose. Voilà. Bon, et puis on avance, et on arrive à l'appel d'offres. Il est rare qu'un psychiatre, même chef de service, même à l'époque, où quand même les rapports avec les directeurs n'étaient pas les mêmes que maintenant, où là je pense qu'on doit souffrir quand on est chef de service. Je pense à toi. Souvent. À l'époque, on avait un certain pouvoir, ou en tout cas, on n'était pas malmenés comme ils sont malmenés maintenant. Et donc, c'était quand même assez rare d'avoir l'opportunité de construire quelque chose comme ça. Et donc, le directeur, comme j'étais le seul de tout son environnement qui avait une petite expertise sur les bateaux, le directeur me faisait participer à peu près toutes les réunions administratives, etc. Et un jour, j'ai participé à la levée des enveloppes, des plis, ou je ne sais pas comment on dit, des propositions des architectes. Il y en avait une douzaine. J'avoue que dedans, j'en connaissais 2. Un copain qui habitait sur un bateau, qui avait fait un projet, mais il était tellement exigeant, si j'ose dire, qu'il avait mis un budget qui était le double des autres, donc il s'est fait ramasser tout de suite. Et l'autre, c'était Castro, qui était suffisamment foldingue aussi, mais ceux qui connaissent peuvent confirmer, c'est un mec assez original. Et que, bon, il n'a pas été retenu. Et puis, il y en a un qui est sorti, c'est celui de Gérard. Voilà. Je repasse le temps. Et donc, à ce moment-là, on a commencé à travailler d'une manière très, très précise. C'est en équipe. C'est-à-dire qu'en fait, on a commencé à on a travaillé beaucoup ensemble, en fait. C'est-à-dire entre une équipe, en général, de au moins 10-12 personnes, de votre côté, quand on dit côté maître d'ouvrage, et puis de l'autre côté, on était au moins 3 ou 4 du côté sound design. Donc, on a fait, je dirais que la première chose, c'est qu'on a travaillé beaucoup ensemble et souvent, chaque semaine. Et on a échangé, je dirais, jusqu'à saturation, parce que
finalement, le travail qu'on a fait pendant plusieurs mois, en se rencontrant régulièrement, en échangeant sur la base évidemment des plans ou d'images, c'était finalement nettoyer, essayer de nettoyer l'échange de tout ce qu'il pouvait y avoir d'illusions, d'a priori. Moi, je pense qu'on a fait un gros travail là-dessus. Et juste une petite précision, en tout cas, moi, je commence à chaque fois que je parle de façon générale sur notre travail, je commence toujours par rappeler pour moi une phrase qui est très importante que j'emprunte à un architecte américain qui s'appelle Louis Kahn, je ne sais pas si vous le connaissez, et qui commençait, c'est un emprunt direct, il commençait toutes ses conférences à des étudiants d'architecture, par exemple, par une affirmation très surprenante. Il disait, l'architecture n'existe pas. Ce qui existe, c'est le travail d'architecture, sur l'architecture. C'est vraiment habilité parce que c'est toujours un peu surprenant comme affirmation. L'architecture, ça n'existe pas. Pourquoi? Et ce qui existe, c'est le travail sur l'architecture. Et c'est pour nous une affirmation qui est extrêmement importante parce que ce dont on peut parler, c'est de notre travail sur l'architecture. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler de l'architecture en général. On ne va pas commencer par dire l'architecture du soin ou l'architecture du logement, d'hébergement, c'est ça. On ne peut commencer que par cette affirmation, nous travaillons en tant qu'architectes comme ça. C'est quelque chose qu'on essaie à chaque fois en tout cas moi j'essaie à chaque fois de me remémorer quand on va aborder un sujet un peu général. Donc ce travail très régulier et très constant et très long entre nous a permis finalement en tout cas pour nous, de clarifier ce que pouvait être notre travail d'architecture sur ce bâtiment-là. Donc, petit à petit, on a pris conscience du fait que, du côté du maître d'ouvrage, il y avait beaucoup d'idées générales qui disparaissaient au profit d'idées simples. Comme par exemple, nous en tout cas c'est ce qu'on a retenu, comme par exemple, tout est bon dans ce que l'on va faire avec nos patients. Tout est utilisable. Quand on dit tout, ça veut dire le bâtiment aussi, hein, bien sûr. C'est comme pour ça que vous voyez, nous on n'est pas soignants, on ne peut pas s'impliquer dans le soin lui-même. Mais on a compris petit à petit que le bâtiment peut faire partie de ces opportunités très simples que l'on échangeait. Tout doit être utilisable. C'est comme dans le cochon, tout est utilisable. Évidemment, pour eux, c'était aussi des instants, des temps privilégiés. Mais nous, on a évidemment travaillé sur cette question de qu'est-ce que c'est d'apporter, de proposer une construction qui va faire partie de ces tout est bon. Et donc, pour nous, en tout cas, c'est une idée qui est restée, qui est très forte. Désolé, mais ça va. Ce que je vais dire et répéter quelques fois, ce sont des idées qui doivent paraître totalement évidentes, totalement standards, et en tout cas, qui le sont pour un travail d'architecture. À ce moment-là, on travaillait beaucoup, pour parler un peu des références sur lesquelles on travaillait au moment où on a fait ce travail d'architecture sur le Daman. On était justement très intéressé par le travail de Louis Kahn. Vous ne le connaissiez peut-être pas, mais on peut parler des propositions qu'il a fait en termes moi, je dirais de fusion, parce que je vous donne un exemple en décrivant comme ça, sans vous montrer les plans. Il a travaillé sur ce qu'on appelle des dortoirs de l'hébergement universitaire. Donc c'est un projet en fait qui comporte 3 carrés emboîtés et ce sont les chambres qui forment l'espace à vivre. Donc, les chambres sont organisées en carrés, comme ça simplement, et donc elles déterminent un espace intérieur dans lequel il installe des cheminées, dans lequel il installe des salons, etc. C'est ce que j'appelle une architecture fusion, c'est-à-dire que finalement, il n'y a pas de circulation. Ce n'est pas un bâtiment sur lequel on a un alignement verticalement ou longitudinalement de chambres, et puis en bas, il y a une salle où les gens se rencontrent. Pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une sorte de fusion qui fait que les chambres elles-mêmes créent cet espace commun, riche en échanges.
Et je pense qu'une des caractéristiques du bâtiment adamant, c'est une sorte de fusion des espaces. Il n'y a pas vraiment de circulation, il n'y a pas de distribution des espaces. Et en ce sens, il est important de sortir de quelque chose qui est très courant dans les projets d'architecture, qui est le passage obligé par ce qu'on appelle les organigrammes. Un organigramme, c'est un terme assez commun aujourd'hui, mais qui, surtout dans l'hospitalier, parce que par ailleurs, on a fait d'autres bâtiments hospitaliers, est très important. Parce qu'à un moment, on a l'impression que c'est un environnement qui doit être très organisé, de façon fonctionnelle, avec des distributions efficaces, des liens entre les espaces différents qui doivent être parfaitement déterminés à l'avance, et qui génèrent ce qu'on appelle en général les organigrammes. Un organigramme, de fait, par sa structure assez primaire, assez élémentaire, définit ce genre de distribution, isole les différentes fonctions, isole les différents espaces, et conduit à ce qu'on appelle en général le plan organisé à distribuer avec des circulations et des sens et des liens obligés ou privilégiés entre les espaces. En fait, je crois qu'une des caractéristiques du bâtiment ici, c'est qu'il n'y a pas de. On a l'impression que tous les espaces sont liés. Alors, des gens quelquefois disent que c'est fluide, par exemple. C'est vrai qu'on passe d'un espace à l'autre sans qu'il y ait forcément une idée de distribution. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous pouvez ressentir. Donc, encore une fois, c'est seulement pour ramener ce que peut être l'Adamant en référence à ce travail de Louis Kahn. Quand on regarde le plan d'Adamant, quelqu'un qui connaît un peu l'histoire de l'architecture peut assez facilement retrouver ce lien avec le travail de Louis Kahn, qui parle aussi de symétrie, qui parle de. Donc, c'est un petit peu résumé pour moi, de ce travail assez long, qui nous a mené jusqu'à des plans qui ont permis ensuite de construire. Mais et voilà, donc tout est bon. Ça veut dire que dans notre travail, et donc cet élément pour nous, c'était très important, cette démarche, dans notre travail d'architecture en général. C'est-à-dire que même si nous travaillons que sur l'architecture flottante, nous faisons un véritable travail d'architecture, même s'il est supporté très techniquement par des ingénieurs, etc. Quand on dit que tout est bon, on a très vite agrandi. Je vais repasser la parole à Eric sur ce qui s'est passé de leur côté pour ce moment de la conception, mais ça veut dire que nous, on a repris cette idée dans notre travail, sur des idées qui sont vraiment élémentaires et très simples pour n'importe quel architecte. Ça veut dire que, par exemple, le champ de notre travail n'est pas simplement de faire des dessins, des plans qui sont ensuite construits ou réalisés, ou comme on dit, exécutés, c'est terrible. Mais que ce champ s'étend tout un environnement qui intègre bien sûr notre client, puisque c'est quand même pour un service que nous lui devons, et sur le client et donc l'enrichissement de cette relation, ce travail avec le client, mais aussi les administrations, mais aussi la réglementation, mais aussi les ABF, par exemple, puisque des bâtiments comme ça sont complètement contrôlés par les architectes des bâtiments de France, mais aussi bien sûr les entreprises. Donc, et aussi, surtout, bien sûr, les usagers ensuite. Donc, en fait, ce champ, c'est totalement banal pour un architecte de se dire, voilà, son champ d'action, évidemment, c'est tout ça. Mais c'est de se rappeler que il est vraiment comme ça et qu'on doit utiliser toutes les relations dans ce champ pour nous-mêmes aller au bout de notre démarche d'architecte. Pour donner un exemple précis, par exemple, notre travail d'architecte, normalement, ça s'appelle la maîtrise d'œuvre. La maîtrise d'œuvre, c'est pas simplement faire des plans exécutés, c'est contrôler, maîtriser une œuvre qui n'est pas simplement l'œuvre d'un architecte, qui est l'œuvre d'entrepreneurs, qui est l'œuvre des participations de l'administration. Donc c'est une œuvre globale. Et cette maîtrise, donc c'est vraiment le sens même qui doit être apporté à ce travail. Les entreprises, par exemple le monde de la construction, on a petit à petit pris conscience du fait que c'était pas simplement un moment où on demandait à des gens d'exécuter ce que nous, en tant qu'architectes, on avait imaginé. Et c'est un moment aussi d'harmonie, puisqu'en fait, ce sont un ensemble de personnes qui participent à cette œuvre. Donc, améliorer les conditions, les chantiers,
faire en sorte que ce soit un moment où en fait toute personne travaillant sur le chantier est complètement impliquée dans ce travail, intéressée dans ce travail, fait aussi partie de cette idée de tout est bon. Donc tout ça pour dire voilà, que ce travail avec les équipes de l'Adamant ici nous ont permis en tout cas de clarifier ce qu'était notre travail nous-mêmes, et en tout cas de l'amplifier. Et je suis désolé si ces idées peuvent finalement paraître très banales, parce que finalement elles le sont. C'est standard, mais finalement ça nous a aidé beaucoup dans cette clarification. Moi, j'en étais resté, mon idée de l'architecture psychiatrique, j'en étais resté à ce que je voyais, c'est-à-dire à ce qu'a fait Esquirol, qui est le premier psychiatre en France il y a 200 ans, à imaginer des bâtiments, une architecture qui corresponde aux soins qu'il voulait faire. C'est le premier qui a fait ça. Et après, ça s'appelait le traitement moral, c'est dire si c'était de son époque. Esquirol, je vous rappelle que c'est un élève de Pinel. Pinel, il a libéré, il a identifié les patients, les malades psychiques, parmi l'ensemble des gens qui étaient enfermés, ramassés et enfermés dans des grands asiles, notamment Bicêtre. Il est donc célèbre pour avoir. Du psychiatre, je n'ai pas entendu. Pinel. Pinel. Ouais, avec Pussin, qui était son infirmier chef. C'est les deux qui ont réussi à sortir de ces asiles les patients. Et donc, il a fait, Esquirol, il a fait pour la première fois, et à mon avis, il n'y a pas beaucoup d'autres exemples comme ça, une architecture qui correspondait aux soins qu'il voulait faire. Non seulement il a fait ça, mais il a fait en sorte que dans chaque département en France, il y a un hôpital comme ça. Il y a 200 ans, hein, pour soigner les gens de l'époque. Et il a même fait encore plus que ça. Il était l'origine d'une loi, la loi de 1838, dite loi des aliénés. C'est Louis-Philippe à l'époque. Hein. Cette loi, elle a fonctionné et on a travaillé beaucoup d'ici sous cette loi jusqu'en 1990 où elle est un tout petit peu changée, mais à peine. On est un peu toujours sous les mêmes réglementations qu'il y a 200 ans, fait par ce psychiatre qui a fait Esquirol. Malheureusement, j'ai appris que son hôpital, qui portait son nom, l'a perdu, le nom. Il ne s'appelle plus Esquirol. Je ne sais pas si c'est un signe des temps, en tout cas, c'est le 21e siècle, ça c'est sûr. L'idée que j'avais, moi, contrairement à cette architecture d'Esquirol, qui, pour moi, se limitait au XXe siècle, ça se limitait à des murs et une porte fermée. Pour moi, c'était ça, l'architecture psychiatrique. Et c'est toujours un peu ça, hein, parce que quand on refait des hôpitaux, j'ai entendu dire qu'il y avait un projet de refaire un hôpital à Esquirol, enfin, un hôpital psychiatrique. Alors, il paraît qu'il y a deux choix. Les architectes débattent un peu il y a deux choix. Ou on fait des pavillons un petit peu disséminés avec des circulations. À une époque, on les a même organisés autour d'une fausse place de village avec une petite église et tout ça. Bon. Ou on fait ça, ou on fait comme ça s'est fait Porte de Choisy, un bâtiment où on empile tous les services et les lieux de vie d'un hôpital psychiatrique. Il paraît que Esquirol ex-Esquirol risque de devenir ça. Ce qui est permanent, c'est les murs autour. Ils sont toujours là. On pense toujours donc, que le soin aux patients psychiatriques nécessite des lits, des pyjamas et des murs autour. Ça, c'était l'inverse. Vraiment, ici, ça voulait être l'inverse. Ça voulait être vu par tout le monde et que
d'ici, on voit tout le monde. Et à proximité, et en ville. Voilà, c'était vraiment, ça a toujours été pour moi une volonté rebelle, démonstrative, provocatrice, d'installer le soin psychiatrique au milieu de la cité et au-dessus, vu tout le monde, et si possible de façon à ce que ce lieu-là soit tellement vivant. Pour ça, je pense que c'est pas un objet, c'est un objet vivant. Soit tellement vivant qu'il soit un appel d'air. D'ailleurs, la démonstration, c'est qu'on est là, c'est que vous êtes là, pour la société, et que la vie de la cité s'introduise dans ce lieu et qu'il fasse partie de la cité. Ce que, finalement, j'ai l'impression qu'il est devenu. Bon, je ne sais pas si, au départ, moi, je ne comprends rien au boulot d'architecte. Tout ce que je sais, c'est que on est tous allés te voir. Il n'y avait pas que des soignants, hein. Il y avait aussi des patients dans le groupe. Ils doivent peut-être encore là. Qui venaient discuter sur le. Comment il s'appelle ton bateau? Les chaudrons. Les chaudrons. Qui venaient discuter. Alors, je me demande bien comment tu nous recevais. Qu'est-ce que tu pouvais comprendre de ce discours un peu fouillis? Nous, ce qu'on vivait, c'était. Enfin, moi, j'ai l'impression. On vivait quelque chose d'inimaginable, mais en même temps, nous aussi, on l'a utilisé, cette création-là, pour faire du soin, d'une certaine façon, de la vie. Ça a été un moment qui s'est conclu. Pour moi, je suis parti bien avant que ça soit fini. Bien avant. Peut-être que c'est une chance pour ici, d'ailleurs. Parce que si j'ai pu rester. Parce que j'étais tellement content de ce truc-là que j'aurais imposé mes vues, presque. Enfin, j'aurais cherché. Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, c'était mieux que j'y sois plus. C'était mieux que ça soit toi. Et une petite anecdote, après on va passer la main. À l'époque, donc moi, je ne connaissais pas le mot hétérotopie. J'avais commencé, en passe de garde de ma thèse, j'avais cité Théodore Monod qui disait « L'utopie, c'est un projet qui n'est pas encore réalisé ». Quand il a fallu appeler ce lieu-là, on a fait tout un cirque avec réunion pour choisir le nom. Il y avait eu 300 noms qui avaient été proposés et puis on a fait, tu y étais, je crois, hein. Et puis on a passé 2 matinées pour choisir ce nom-là. Moi, j'avais proposé, comme tout le monde, mais de façon anonyme, utopie, parce que dans ma tête, c'était une utopie. J'aurais dû mettre hétérotopie. Peut-être que j'aurais gagné à ce moment-là. Et puis, j'ai lu d'ailleurs à ce sujet que Foucault, il a fait une conférence à des architectes. Et sur l'hétérotopie, il en définit 6 ou 7. Et à la fin, il dit, il y en a l'hétérotopie par excellence, c'est le navire. Je me suis dit, j'aurais dû le lire avant, ça m'aurait rassuré. Mais, au fond, oui. vous, psychiatre, avez été initié à l'architecture et vous, architecte, avez été initié à la psychiatrie. Ben, on est initié tout le temps. Hein. Oui, c'est la vie, ça. Hein. Chaque rencontre est une initiation. Je reviens sur l'architecte et les deux. Quand on rentre dans la demande, on part en croisière. Même si ça ne bouge pas, c'est pas grave, c'est une croisière. Que les gens aillent lire des livres, aillent participer à des ateliers. Nous sommes en croisière et il y a ce mouvement léger de vagues qui nous offre un voyage qu'on ne peut pas voir ailleurs. En tout cas, dans les particularités de l'Adamant, c'est vrai que c'est difficile d'en trouver qui sont très générales. Mais la première, c'est qu'il est flottant. Oui. La première, c'est c'est un objet qui est posé en plein milieu de la ville, mais qui est quand même très visible. En tout cas, c'est pour ça que
Nous, on travaille vraiment exclusivement sur l'archipel breton pour ces raisons-là. Il y a d'autres sujets, par exemple les centres d'hébergement d'urgence. On a travaillé sur plusieurs centres d'hébergement d'urgence pour l'Armée du Salut ou maintenant pour l'Ordre de Malte. On sent de la même manière chez eux le besoin d'avoir au moins un bâtiment qui est dans la même situation, qui est flottant. Et c'est un ensemble de raisons très importantes. Je parlais de la visibilité, c'est seulement une visibilité totale, puisqu'en fait, il y a 5 façades, l'objet est isolé au milieu de la ville, on le voit partout, de près, de loin, il est en général transparent, donc c'est vrai que ça veut dire, c'est bien ça, installer un projet en plein cœur de la ville, dans une situation extrêmement visible, et très privilégiée, bien sûr. Ah oui, ça, absolument. Et c'est difficile, encore une fois, de définir vraiment, d'isoler complètement d'autres caractéristiques que celles du fait qu'il est flottant. Nous, on a essayé de comprendre. C'est vrai qu'il y a une sorte de succès, mais ça marche. Ça marche bien ici, évidemment. Vous avez travaillé avec des patients ou vous avez travaillé avec ce cabinet d'architectes? En fait, toutes les réunions, c'était avec les équipes, les soignants, des patients souvent, mais pas seulement les réunions de travail sur les plans et sur l'organisation du bâtiment, mais aussi sur le chantier. On a partagé vraiment tous les temps du projet. Parce que là aussi, pour l'équipe, c'était tout à fait légitime de partager ces moments-là avec les soignants, avec les patients. Tout est bon pour passer un temps ensemble, pour simplement échanger sur tout. Et vous avez travaillé avec des matériaux qui calment, c'est-à-dire le bois. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Dans les hôpitaux, il y a du carrelage, ça résonne. Là, ça ne résonne pas. Il n'y a pas de son qui résonne d'un couloir à l'autre. Ça, c'est extrêmement important. Il y a beaucoup de bois, mais aussi de l'acier. Parce qu'une des idées importantes dans cette idée que le bâtiment, les espaces soient une sorte de livre ouvert, c'est de faire en sorte qu'ils soient un livre ouvert sur les gens qui l'ont fait. Donc, on voulait que tous les matériaux utilisés, parce qu'il y a du bois, bien sûr, qui est éminemment un matériau où on perçoit la présence des gens qui ont travaillé, mais aussi l'acier, aussi les isolants, mais aussi il n'y a rien qui est, tout est visible pratiquement. Et c'était tellement important qu'on a fait venir plusieurs fois des gens qui ont participé à la construction pour parler de ce qu'ils ont fait, de la façon dont ils l'ont fait, pourquoi c'était comme ça, pourquoi sur les murs en acier il y avait des marques, pourquoi. Donc ça fait partie de cette idée d'ouvrir vraiment ce champ complet dans un bâtiment. D'ailleurs, c'est assez étonnant, on peut se dire finalement qu'on est aujourd'hui à un moment dans la construction où il n'y a plus aucun contact entre les gens qui construisent et les gens qui habitent, qui utilisent les espaces. C'est assez étonnant d'ailleurs, parce qu'en fait, à moins une construction il y a un siècle, en campagne, vous savez qui construisait sa maison. Mais l'Adamant est le premier, si je puis dire. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser à le faire à Lyon, de le faire à Bordeaux, où il y a la Garonne, où il y a le Rhône, ou la Saône, qui est un peu plus calme. Est-ce qu'il y a d'autres projets de péniche de ce genre-là? On peut en faire partout. On peut en faire partout, mais c'est pas. Le problème, c'est pas d'en faire, c'est d'avoir des gens qui veulent le faire. Ah. À Lyon, moi, j'ai rencontré une fois, je connais un lieu, mais je ne suis pas allé, parce que c'est au Bangladesh. J'ai rencontré un médecin qui a fait un hôpital sur un bateau au Bangladesh. Mais c'est un truc associatif, privé, etc. Sinon, des structures flottantes hospitalières, ça existe au niveau militaire, mais au niveau public et psychiatrique, comme je disais à Delanoë, non, il n'y en a pas. Je crois. Non, mais Lyon, vous pourriez avoir effectivement une approche avec le maire. Le maire, oui, moi je ne travaille plus. Pardon? Je travaille plus, donc je ne vais pas aller voir le maire écolo. Bon, d'accord. Ma dernière question, c'est plus une question qu'une remarque. Est-ce que ceci serait possible d'exporter, notamment là je pense que je vis principalement en Russie, pourquoi ne pas exporter ce projet? Parce que ces rotondes, ces salles,
c'est absolument génial. Vous avez fait une chose fabuleuse. Moi, quand je suis venu la première fois, il m'a fallu quoi? 5 à 10 secondes pour me sentir, je dirais, je sais pas chez moi, mais pour me sentir intégré. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, est-ce que vous ne pourriez pas, est-ce qu'il n'y aurait pas des possibilités? Bon, je sais que maintenant il y a la guerre. Non, mais là, bon, là, évidemment. Vous Mais un jour, rajoutez une difficulté. là, elle va s'arrêter. Oh non, non, en psychiatrie, je pense qu'on peut avoir des. Mais non, mais elle va s'arrêter. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'idée de refaire ce même genre de bateau dans d'autres pays? Et là, je ne parle même pas de Russie, je peux parler aussi de Amsterdam, Rotterdam, avant de. Je peux répondre comme ça, c'est que, monsieur, si vous vous sentez intégré, c'est que au départ, la conception même du bateau a intégré tout le monde. Et c'est pour ça que le résultat, c'est que vous vous sentez intégré. Il a fallu vaincre des peurs communes avec les patients, avec les soignants, des peurs communes à nous tous. Par exemple, de passer du quai à un endroit, voilà. Et les discussions sur la passerelle étaient absolument extraordinaires, parce qu'il fallait des passerelles toutes petites qu'on traversait en courant, avec des exemples en disant mais tiens, ce serait bien que les infirmiers soient tous là, comme ça ils serviraient de garde-fou. Donc c'était assez rigolo. Regardez le résultat de la passerelle, c'est qu'il y a un banc et on se tient pour aller discuter, pour aller fumer. Donc tout ça, on l'a partagé, et c'est bien ce partage au départ qui a donné ça. C'est ce mouvement-là, je pense. Hein. Donc, exporter, c'est exporter l'idée que ça se fait ensemble. Et pour revenir à ce que disait Suranzati, c'est que lors de l'inauguration, il y avait eu des soudeurs qui étaient là, et vous voyez, il y a les marques en bas, hein, des grandes plaques, etc. Qui disaient, oh, cette plaque-là, elle était ici. Oui. Qu'est-ce qu'elle nous a donné comme mal, et reconnaissait chaque plaque. Et ça c'est incroyable, parce que effectivement, personne, une fois que c'est recouvert, de machin, etc., on a la plaque qui arrive. Alors là, c'est un ensemble. Donc c'est une réponse comme ça. Est-ce que ce qui est exportable, c'est la manière dont ça a été fait? Et encore, est-ce que c'est exportable? C'est sûr. Oui, c'est la question que je pose. Là, je sais que Russie et psychiatrie ne font pas forcément bon ménage. Ah bah si. Mais ça a changé. Au contraire. Ça a changé. Oui, j'ai rencontré des collègues il y a longtemps qui avaient un rapport avec le pouvoir psychiatrique, avec le pouvoir politique qui est très très proche. Bon. Oui. Si vous voulez, cette histoire de soudure, etc., ça me fait penser que ce bateau a failli ne pas voir le jour. Ah bon? Il est arrivé un drame pendant le chantier. Malheureusement, j'ai oublié le nom, mais enfin bon. Il est arrivé un drame pendant le chantier. Il y a un ouvrier, ça s'est passé au chantier de la Haute-Seine, un ouvrier qui peignait, je crois, dans un caisson, hein, est mort dans ce caisson parce qu'il y a eu une explosion, etc. Et donc, il y a eu un arrêt du chantier pendant plus d'un an. Sur le deuil, en fait. Oui, la justice a arrêté le chantier, a imposé l'arrêt, et on a bien cru tous que ça s'arrêtait là. Il était à mi-parcours, quoi. Il y avait juste la tôle, quoi. Hein, presque que ça. Et puis, le bateau a été mis dans une darse sur le côté du chantier avec des bâches qui, au bout de 6 mois, 1 an, flottaient partout. Enfin, c'était désespérant à voir. Il n'y avait pas de nouvelles. C'est vraiment plus d'un an sans nouvelles de la justice. Et la justice, c'est un monde dans lequel on n'a pas l'impression qu'on peut rentrer, que les décisions sont prises, et qui les prend, on ne sait pas.
je me souviens qu'on a essayé à plusieurs d'interpeller des gens qui pouvaient avoir une influence sur cette décision de justice. Et il y avait un magistrat, un juge d'instruction, qui avait décidé qu'il lui fallait des expertises, etc. Et on ne savait pas plus que ça depuis le début. Et puis, je me souviens que c'était 6 mois avant que je parte à la retraite, parce que je suis à la retraite. Ah bon? Ah oui. Si jeune? Depuis longtemps, oui. Et bon, on ne va pas reparler de ça, parce que ça, c'est un autre sujet. Mais je me suis dit que j'ai cherché qui pouvait être le signataire de cette décision-là, et c'était un juge d'instruction. Donc, j'ai cherché qui était ce juge d'instruction et je lui ai écrit une lettre en lui expliquant qu'on était tous très malheureux, mais vraiment, que voilà quel était le projet, que cette absence d'activité menaçait vraiment de la survie du projet, la vie du projet, la réalisation du projet. Et puis, j'ai confié ça à la Poste. Et 3 jours après, je suis parti en vacances. Et 3 jours après, la secrétaire du service m'a appelé en disant le juge d'instruction a téléphoné, vous allez pouvoir recommencer. J'ai jamais passé d'aussi belles vacances. Voilà. Non, mais ce concept pourrait être exporté. Parce que les malades, qu'ils soient français, espagnols, hollandais ou russes, sont des malades qui ont besoin de ce genre d'endroit. Je suis persuadé de ce que vous dites. Mais je vais vous répéter que je pense que ça ne se fait pas comme ça. C'est facile à faire, mais il faut vouloir le faire. D'accord. Excusez-moi, je n'ai pas bien compris le début du projet. En fait, c'était la Corniche ou quoi d'autre? En fait, c'était en quelle année? Et pourquoi il y a eu ce projet? C'est quoi Vous le n'étiez pas là au perspective? début? Au début. Au début de... L'explication. Si, mais en fait, il y a une... enfin, Bon, il y avait un projet de... ça vient de ma tête. Mais s'il n'y avait pas eu la Corniche, l'hôpital de jour, il serait... Il existait l'hôpital de jour. Ah, d'accord, il n'y avait pas un risque de fermeture de quelque chose. Oh non, pas du tout. Ah, d'accord. Je pensais que c'était une... On était, qui avait donné lieu à... en fait, on était dans un processus de restructuration de la sectorisation parisienne. Il y avait 3 secteurs au départ pour les 4 premiers arrondissements de Paris. 3 secteurs, c'est-à-dire 3 équipes de psychiatrie publique qui s'occupaient de la population des 4 premiers arrondissements de Paris. Et ces 3 équipes avaient comme lieu d'hospitalisation, 3 équipes différentes, hein, et avaient comme lieu d'hospitalisation un hôpital dans l'Est, un hôpital dans le Nord et un hôpital dans le Sud. Il y a eu un projet de restructuration de cet émiettement-là en 2 secteurs, puis après un seul, qu'on appelait le pôle Paris-Centre. Et dans ce mouvement de fermeture, déplacement de patients, d'hospitalisation, etc., et regroupement sur Esquirol, il y avait aussi toute la problématique des structures extra-hospitalières à mettre en place. Donc, il y a eu plusieurs mouvements d'hôpitaux de jour qu'il fallait regrouper, de fermer les uns. On est passé par la rue de Rivoli. Ensuite, on est allé au Châtelet. Je parle de l'hôpital de jour. Le Châtelet, c'est ce que je disais au tout début. On avait un hôpital de jour magnifique. Hein, c'était 4 étages ou 5 étages, un gros bâtiment propre, très propre, hein, très correct. Il y avait aussi au-dessus le centre d'accueil, je crois. Hein. Donc, les structures existaient. Mais moi, je n'étais pas satisfait de cette. Et puis, je trouvais que ça coûtait très, très cher. Vraiment, je considérais que cet argent, ces 500 000 € au moins par mois, de location. Non, par an. Ah oui, d'accord. Excusez-moi. Par an, mais c'est déjà énorme. Enfin, de location. C'était des bureaux, quoi, en fait, hein, qui avaient été un peu aménagés. Je trouvais que c'était beaucoup trop. C'est vrai que la difficulté de la psychiatrie de secteur à Paris, c'est le prix de l'immobilier. C'est une
réalité. Mais là, je trouvais on allait trop loin. La direction de l'hôpital mouftait pas. Hein. C'est elle qui avait trouvé ce truc-là et qui payait sans. Je trouvais ça normal, quoi. Mais la ville de Paris ne vous demande rien ici. Non, ça c'est pas la ville de Paris c'est le port autonome qui loue, comme tous les bateaux qui sont sur la Seine, il loue l'emplacement. Non, c'est beaucoup moins cher que ça. Ah, d'accord. Je sais plus combien c'est. Caritatif. Je sais plus combien c'est, entre 5 et 10 000 par an, un truc comme ça. Non, l'eau par mois. Non, c'est 3 000 par mois. 3 000 par mois. Mais il y a l'eau, les coûts. Ouais, enfin bon, c'est rien. On loue disons, pour 50 000 balles annuelles. Et la construction a coûté, je sais que c'est un peu plus de 2 millions, je crois. Hein, c'est ça 2,5 millions. Donc, voilà. Donc, il n'y avait pas de nécessité, il y avait pas on n'allait pas fermer quoi que ce soit, ni rien, mais on pouvait faire autre chose. D'ailleurs, on a fait autre chose pour le centre d'accueil aussi, ouvert 24 heures sur 24, qu'on a mis dans un immeuble là aussi. Enfin bon, j'ai passé un petit peu de temps à jouer avec les influences politiques, régionales, ministérielles. Enfin bon, ça m'a amusé quand même, hein, parce que je peux bien le croire. Mais j'y suis arrivé. C'est-à-dire faire acheter un immeuble pour le centre d'accueil, faire acheter un immeuble en plein Paris, en concurrence avec le maire de l'arrondissement, dans le Marais. Je trouve que là, j'avais fait fort. Et puis, et sans que ça coûte rien à l'hôpital en plus. Enfin bon, c'est un montage. Est-ce qu'on peut juste revenir peut-être sur les moments de co-conception, on dirait aujourd'hui, donc ça se passait là-bas, chez vous, oui, on se voyait un groupe régulièrement. de personnes qui venaient là-bas, et sur comment vous travaillez, sur quels documents Donc notre atelier est flottant, c'était déjà aussi un point important, parce que ça veut dire que toutes les personnes qui participaient à la réunion pouvaient avoir l'expérience d'un bâtiment qui est flottant, d'un bâtiment qui bouge. Donc, tout le monde se posait plein de questions aussi là-dessus. Ça retourne encore autour de cette question du flottant, parce qu'il ne faut pas oublier que peut-être les particularités qu'on peut trouver dans ce bâtiment ici sont très liées, encore une fois, au fait qu'il est flottant. On parlait de ces rotondes, par exemple, mais c'est vrai que ces rotondes, on peut les établir parce qu'on a une vue panoramique sur le plan d'eau. Parce qu'en fait, on est en plein cœur de la nature. C'est quelque chose qu'on oublie. Le fleuve, c'est vraiment un espace de nature en plein milieu de Paris, donc avec beaucoup de dégagement, beaucoup de ciel, ce qui permet de développer ce genre de vision panoramique. C'est lié quand même, c'est très difficile de faire la même chose sur un bâtiment terrestre. Il est rare d'avoir ce genre de dégagement. Et le mouvement, donc quand les policiers foncent dans leur zodiaque, il y a un mouvement, c'est un appel au voyage. C'est ça. Donc il y a une prélégion, parce que on était très inquiet du mouvement, du fait que le mouvement puisse être justement trop brusque ou violent, on puisse déstabiliser le monde. Donc en fait, on a travaillé là-dessus, donc on a travaillé sur un roulis. Le bâtiment est complètement ballasté avec de l'eau, donc il est assez lourd, mais seulement chargé d'eau. Donc en fait, on a pu maîtriser cette question du roulis. Quelle fréquence, quelle amplitude. Et donc on a pu arriver à le définir de façon qui semble assez confortable. Mais c'est vrai que les éléments a posteriori, enfin nous c'est comme ça qu'on le voit, mais les éléments qu'on peut dégager, qui sont les raisons a posteriori d'une sorte d'efficacité ou d'une sorte de réussite, sont en général liés au fait qu'on est sur l'eau. Je pense que, après, évidemment, il y a des éléments qu'on peut établir qu'on appelle l'architecture, mais on est sur ce bercement dont on parle, je trouve que c'est très important. On appelle ça bercement, c'est un très léger mouvement. On nous rappelle en permanence, on est dans des situations nomades. Nous, on pense que c'est un élément d'harmonie, parce qu'on a chacun une part nomade. Il y a aussi le fait de l'ouverture de l'espace. On parlait tout à l'heure en comparaison de l'accès à l'hôpital de jour à Châtelet, il fallait franchir des digicodes, etc. Là, on est dans un espace complètement ouvert. Il est très visible, mais il est aussi très ouvert. On a dû rajouter récemment un portail d'entrée sur les passerelles parce qu'il y avait des problèmes le soir, quelquefois, mais globalement, ça reste un espace très ouvert parce qu'on est en pleine nature. Un espace complètement dégagé. Je pense qu'on oublie quand on est dans Paris que quand on passe sur un pont, donc quand on se retrouve sur le fleuve, sur le plan d'eau,
on a affaire à une très grande surface de ciel. On oublie complètement. Et c'est un plan, tout coup, une vision de ciel extrêmement étendue, donc une exposition aux éléments météorologiques, par exemple, qui est très forte. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé sur le bâtiment. C'est parce que le bâtiment est très exposé météorologiquement qu'on a travaillé sur des thèmes comme par exemple l'eau de pluie. L'eau de pluie dans le bâtiment, la toiture, c'est un grand réceptacle d'eau de pluie qui est redescendu dans la Seine par 4 petites cascades intérieures. C'est assez intéressant par exemple d'être ici quand il pleut, parce que la pluie, c'est pas seulement la négation du soleil sur les bulletins météo, c'est aussi un élément météorologique avec une acoustique. C'est encore une fois un exemple de ce qui nous semble important dans ce genre de proposition de travail architectural, c'est le fait là aussi de travailler sur tous les éléments météorologiques. Le fait de se rappeler que la pluie peut être un élément extrêmement signifiant, intéressant, sensible, confortable, harmonieux. Donc, encore une fois, tout ça, ce sont des banalités pour un architecte. Dire qu'il va travailler sur la pluie autant que le soleil, c'est important. Et il y a aussi la question de la particularité de la lumière. On est sur un bâtiment flottant, donc l'exposition à la lumière était totalement différente d'un bâtiment terrestre. Sur un bâtiment terrestre, en général, la lumière du soleil est tellement absorbée par l'environnement immédiatement. On n'est pas réfléchi. Là, on est sur un miroir. Et en plus, sur un miroir mobile. C'est-à-dire que les reflets de l'eau qu'on perçoit à l'intérieur, qu'on capte à l'intérieur, sur les plafonds, sont des éléments sensibles, très vivants, poétiques. Encore une fois, voilà, ça fait partie de cette idée qu'on doit vraiment utiliser toutes les performances de la chose, faire comme ce qu'étaient les bâtiments anciens, faire des livres ouverts, un livre ouvert sur les gens qui l'ont fait, sur le fait de l'exposition à la météo, sur le fait de l'ouverture au site, sur le fait de la visibilité dans la ville. Je pense que c'est avant tout une série d'idées extrêmement simples. Et peut-être que ce qu'on appelle l'utopie, l'hétérotopie, c'est peut-être ça. C'est peut-être pas des choses très compliquées, mais c'était justement un ensemble d'idées extrêmement simples, fondamentales, que nous percevons tous. Oui, moi j'ai toujours pensé que la plus belle avenue de Paris, c'était la Seine. Et je pensais qu'il fallait diversifier l'habitat de la Seine. Et que dans cet habitat-là, il devait y avoir des lieux de soins. Enfin, banaliser les choses. Ça, des lieux de soins, des lieux d'hébergement. Je pense que la relation avec le plan d'eau, en fait, on définit un peu ce champ d'architecture flottante de façon assez simple. Oubliez toutes les images de villes flottantes sur l'océan. Ce sont des images Internet. 98% ou 99% des surfaces d'eau sur la planète sont totalement hostiles. On ne peut pas y vivre. L'océan est quelque chose de totalement hostile. Il n'y a que 2 possibilités d'y vivre. Sur une plateforme pétrolière, parce que le financer, je pense que les conditions de confort ne sont pas parfaites, ou alors sur les paquebots en navigation. Mais un paquebot qui perd sa production, c'est un paquebot qui coule. Donc, on ne peut pas vivre sur l'océan, on ne peut vivre que sur des eaux protégées, comme par exemple les fleuves. Ça veut dire qu'en fait, on parle de très peu de surface de plan d'eau. C'est à peu près 2 millions de kilomètres carrés par rapport aux 380 ou 400 millions sur la Terre. Donc il y a peu de plans d'eau vivables, protégés, et ils sont tous adossés à des villes. Donc, il y a une sorte d'adossement entre... Aujourd'hui, c'est un constat très simple. Vous avez 2 millions de kilomètres carrés d'eau protégée, donc les fleuves, les lacs, les lagunes, les estuaires, les ports. Et puis en face de ça, 2 millions de kilomètres carrés de villes. C'est à peu près ce qu'on aura en 2050, 70% de la population mondiale. Vous voyez, une sorte d'adossement comme ça. C'est ce qu'on vit là, ici dans l'Adama. C'est ce rapport entre la population qui se rassemble dans les villes et qui est adossée à des plans d'eau protégés pour des raisons économiques, commerciales, les portuaires, etc. Et cette frange d'adossement, hein, qui est très, très importante, qu'on appelle les berges, les rives, a un potentiel extrêmement fort en termes de visibilité, d'exemplarité. C'est pour ça que pour moi, l'Adamant, trouve sa place là, et de rareté. C'est très peu de berges. Très peu. Si on fait le bilan globalement de ces berges qui sont dans ces confrontations, je ne sais plus quel est le linéaire, mais ça doit être, je dirais, je sais pas, ça doit être 2000 km. C'est rien. C'est rien pour la peine. Donc ça veut dire que cette berge, cette confrontation doit être réservée à des opérations, à des
propositions comme celle de Alain, qui, parce qu'elles sont exemplaires, et parce qu'elles, en tout cas, elles recherchent une exemplarité sur des sujets divers. Donc, ça veut dire que c'est pour répondre à votre question, on ne peut pas imaginer qu'on va construire tout le long de la Seine 50 hôpitaux de jour psychiatriques, ou 50 hôtels, ou 50 musées, et donc pour chacun. Mais ces berges doivent préserver ces possibilités-là de donner une place à ces projets pilotes. Ce sont des projets de société. Donc c'est pour dire, on ne peut pas la reproduire à l'infini. Et donc cette réserve, cette rareté doit être exploitée à son plein potentiel. Il y a une chose, je ne sais pas si c'est une chose c'est un mot en fait, qui pour nous est important dans ce travail. Je sais pas, il est vraiment difficile à manipuler, mais autant pour nous la dimension qu'on appelle domestique était importante. Le fait de vouloir, quand on dit domestique, c'est le fait de vouloir être là, de vouloir s'y sentir bien, ce qu'on appelle la convivialité, la domesticité. Donc c'était une chose qui nous semblait très importante dans ce qu'il fallait pour ce que ce bâtiment devait être, dans ce que, en tout cas, on devait porter dans notre travail. Mais de l'autre côté, pour nous, l'idée de l'institution est importante aussi. Et elle est portée par des choses qui sont, par exemple, la symétrie. Je ne sais pas si vous avez noté, mais c'est un bâtiment, je ne sais pas s'il faut si c'est sensible quand on s'y promène ou quand on y vit, mais qui est symétrique transversalement, symétrique longitudinalement. La symétrie, c'est notre corps, c'est pas simplement l'académisme des institutions. C'est aussi une proposition qui ressemble à notre corps, qui est symétrique. La symétrie, c'est un champ du travail d'architecture qui est très particulier parce que il a été complètement remis en cause par l'architecture moderne, en critique de ce qu'on appelait l'architecture académique du 19e siècle. Je ne sais pas si vous voyez, ça peut être, on connaît tous l'architecture du 19e siècle, qui était devenue, on appelait académique, et dont la symétrie était la raison même d'être. Et je pense que c'est aussi une chose à redécouvrir. En tout cas, cette symétrie pour nous était une part de, finalement, la présence de l'institution, parce que l'institution, c'est pas simplement quelque chose à combattre, c'est aussi quelque chose dont nous faisons partie, que nous créons, était importante comme les côtés domestiques. Et pourquoi ça n'a jamais été fait dans d'autres villes d'Europe? Ah, on pourrait très bien, il n'y a aucun problème, c'est très facile. Oui, parce que c'est génial ce bâtiment. Excusez-moi. On est d'accord, mais on va donner la parole. Peut-être une autre question. J'avais une question, effectivement, vous parliez de la co-construction, c'est-à-dire plus précisément dans les fonctions du lieu, peut-être l'intérieur, l'organisation, etc. Comment ça se passe au niveau? Qu'est-ce qui fait que ça fait soin? Enfin, moi, je suis rentrée sur une péniche, j'ai bien un espace café. Comment ça se pratique le soin? Enfin, comment ça se passe en fait concrètement? J'ai du mal, je ne visualise pas du tout pour l'instant. Enfin, j'ai l'impression d'être sur une péniche, c'est très beau, etc. Mais par rapport aux soins, est-ce qu'il fait soin sur ce lieu? Comment ça se passe en fait? On rentre et. Enfin, comment ça se passe en fait? Qu'est-ce qui fait que c'est un lieu de soin? Si vous pouviez détailler les fonctions, comment demander aux patients. On va demander à la salle, parce qu'il y a quelques-uns qui en utilisent. Non, on nous a déjà posé la question cet après-midi. En fait, on a déjà expliqué en fait la construction d'abord répondait à certaines normes et surtout c'est que les psychiatres et le psychiatre qui est à l'origine du projet est aussi partie intégrante d'un mouvement psychiatrique particulier qui est la psychiatrie institutionnelle, et le soin ne tient pas uniquement à une injection ou des comprimés. Donc on considère que les activités font partie du soin. Et cet espace permet d'avoir pas mal d'activités qui sont divisées en plusieurs ateliers. Alors bon, ça répond pas effectivement à l'hôpital psychiatrique de manière classique,
et nos soignants ne portent jamais de blouse, par exemple. Donc, vraiment, je mets mon billet si vous arrivez à faire la différence entre un soignant et un soigné. Oui. Ça, c'est vrai. Bah Oui, oui. déjà, Je sens bien. la réponse, elle est claire, c'est que, effectivement, le fait même que ce bâtiment permet d'accueillir la chaire de philosophie à l'hôpital et que dans ce cadre-là, les patients soient inclus dans les cours de la chaire de philosophie à l'hôpital, on voit bien la dimension soignante. C'est-à-dire que j'imagine que quand cette cours de chaire de philosophie à l'hôpital avait lieu à Sainte-Anne, il n'y avait peut-être pas de patients qui venaient. Ça n'existait pas. Le fait même que on ait des espaces de délibération qui concernent les patients et les soignants et d'autres intervenants, des artistes, des architectes ou d'autres invités, c'est sur cela que s'articule notre soin. Tout à coup, on offre des espaces de délibération, des espaces de réflexion, des espaces de pensée, là où la pensée tend à être annihilée, c'est-à-dire elle est remplacée par de l'informatique, des codes, des saisies, de la codification de tout. Et on fait circuler des espaces de parole, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des soins techniques, il ne faut pas les mettre au rencard, ils sont importants, mais on capte, on essaye également de travailler sur des situations ambientielles. C'est-à-dire qu'on considère que on soigne les gens par l'espace, par des agencements spatio-temporels que certaines ambiances que permet l'Adamant co-créer. Et c'est à partir de ce type de dispositif qu'il y a du soin, c'est-à-dire de la subjectivité, du désir qui émerge. Tout à l'heure, on recevait un professeur d'architecture là à l'accueil de Lille, je crois, qui était intéressé par notre structure. Il est clair que je repensais à la phrase d'Antonin Artaud qui dit quelle garantie ont les aliénés de ce monde d'être soignés par d'authentiques vivants. Il ne dit pas par d'authentiques soignants, ça n'intéresse pas. C'est-à-dire, on demande à ce que ce soit la dimension vivante de chaque soignant qui soit, c'est-à-dire désirante de chaque soignant qui soit à l'œuvre, parce que c'est de ça dont les personnes ont besoin, c'est-à-dire tout autant de gestes techniques, de soins de médicaments, comme rappelle Fatima justement, que tout un ensemble d'agencements dans des lieux avec des ambiances différentes qui vont permettre, parce que c'est ça qui ne va pas quand on est malade. Ce qui ne va pas quand on est malade, c'est qu'on n'arrive plus à être dans l'ambiance, on n'arrive plus à être dans une vie quotidienne, on n'a plus envie, tout simplement, au-delà des délires, des hallucinations, tous les autres symptômes. C'est d'abord un vécu ambientiel dont on est éjecté et réintégrer ça dans un lieu comme celui-ci, en ville, c'est d'emblée dans une dimension soignante et vivante. C'est ça qui se passe en ce moment. Ce qui est annihilé, c'est le vivant. Et le lieu induit également un rapport différent soignant-soigné, avec beaucoup plus de facilité, avec plus de naturel aussi, parce qu'on peut piquer une colère contre son soignant. Et vice-versa. Et vice-versa. de liberté. On a une cuisine où on peut s'exprimer aussi de cette manière. Voilà quoi, c'est sûr que c'est pas commun et qu'effectivement, à mon sens, ça n'est pas transposable et transportable, à moins de s'adapter également à la mentalité des gens et autres. Parce que je pensais, c'est vrai que le mot est peut-être hostile, mais il y a quand même des endroits dans le monde où il y a une vie sur l'eau, avec des logements sur pilotis et des marchands ambulants en péniche ou en petite, voilà, en barque. Et ça, c'est aussi du possible, et avec possiblement une adaptation de l'hôpital qui serait plus fonctionnelle pour eux. Je veux juste rappeler que Jean-Baptiste Cussin, dont tu parlais, je crois, tout à l'heure, tu l'appelais l'infirmier un peu chef d'Esquirol, est d'abord un patient. C'est-à-dire c'est un homme qui était hospitalisé et il a profité de son statut d'incurable à Bicêtre, donc ça veut dire qu'il passait de longues années, pour s'impliquer dans la vie de l'hôpital. Et c'est comme ça qu'il est devenu un soignant et d'être cette dimension-là, absolument. Sortir de Bicêtre. Cette dimension-là, aussi, on continue à essayer de
C'est un médiateur de santé père. Absolument. Mais peut-être compléter, Oui, c'est Christelle. Hein. et peut-être compléter aussi ce qui est dit là par rapport à la question. Eric, tu as parlé de la dimension soignante de ce projet pour nous, les soignants, qui sont payés pour travailler dans cet endroit. Tu as rappelé que ce projet a été rêvé et créé à un moment extrêmement difficile de restructuration, mais du coup aussi de destruction, quand même. Il y avait une ambiance assez mortifère, un peu sensitive entre nous. Ça se gelait, l'ambiance était gelée. Et du coup, cette rêverie-là, avec ton arrière-pays, a relancé quelque chose, a dégelé. Et du coup, c'était une histoire aussi de traduction. En effet, notre monde psychiatrique puisse se traduire dans la langue architecturale. Donc, ce soir, j'entends l'architecture n'existe pas, ça me plaît beaucoup, parce que nous aussi, on dit la psychothérapie institutionnelle, ça n'existe pas. Donc, il y a comme ça des résonances. Et avec ce geste, tu as, Eric, rappelé ce qui a fondé cette scène fondatrice pour toi, avec tous ceux que tu appelles les stars. Ce qui m'a touché, c'est que tu as nommé Félix Guattari, également à côté de lui, bien sûr, et d'autres. Mais Félix Guattari aurait certainement parlé d'un geste écosophique, c'est-à-dire d'articulation entre les trois dimensions de l'écologie, environnementale, mentale et sociale. Et que tu puisses insuffler ça avec ton arrière-pays. Du coup, nous, après cette création formidable, vous avez raison, il fallait quand même inventer toute la vie qui va avec. Et du coup, on était autorisés, nous aussi, soignants comme soignés, de créer le quotidien avec nos arrière-pays à nous. Et ça continue à nous garder un peu vivants contre vents et marées, j'ai envie de dire, dans les temps qui courent. Tu voulais compléter ça pour la dimension. Donc, comment s'est passée l'invention de la vie? Le bâtiment a été livré en 2010? C'est ça, je crois, 2010, 2011, 2010. Je posais la question. Ah oui, ça, 2010. Non, mais c'est vrai. Le bâtiment vit avec les gens qui sont dedans, qui travaillent et qui viennent, enfin, tous. S'il n'y avait pas ça, ça serait rien. Et là, ça me faisait penser, que vous évoquiez, à une idée qui est assez simple ici, c'est que je crois que l'espace est partagé. On n'a jamais eu le temps de parler d'espace inclusif, etc. Et en fait, je crois qu'ici, tous les espaces sont partagés, ce qui n'est pas forcément le cas de l'hôpital en général. En fait, tout l'espace n'est pas partagé, justement, il est au contraire complètement partitionné et réservé. Et comment partager tout l'espace? C'est une question qu'on se posait même sur les bureaux. Aujourd'hui, même l'espace du bureau, il est partagé. Il n'y a vraiment que les deux bureaux d'entretien qui sont réservés à l'entretien. Sinon, tout est ouvert à tout le monde. C'est ouvert et puis bon, donc ça on peut aller embêter le valet. Heureusement. La secrétaire. Ah oui, parce que voilà, la secrétaire qui se fait entendre. Oui. Allez-y. Je voulais rajouter que c'est un lieu qui donne envie, du fait de sa visibilité, qui donne envie à des gens qui sont ni soignés ni soignants d'y venir. Combien de fois on a des gens qui déboulent pour qu'on leur serve un café, ou des gens qui travaillent sur un bateau qui déboulent avec leur petit pique-nique. Voilà, il y a ce genre de gens-là, et il y a aussi des partenaires. Alors, des fois, c'est tellement bien que des fois, on a presque un peu honte par rapport à certains collègues qui vivent dans des conditions beaucoup plus difficiles, mais des partenaires, des gens qui, alors eux, ils ont envie de venir. Ouais. C'est beaucoup plus difficile de faire venir des gens dans des lieux, dans des lieux communs, comme on connaît, fermés avec des murs. Moi, ce qui au début pouvait me gêner. Parce que cette visibilité-là, il y a eu beaucoup de journalistes qui sont passés, tout ça, ça m'agaçait.
Il y avait quelque chose de l'intimité. Et Nicolas, ça ne vous dérange pas, le cinéaste? Pas du tout. Pas du tout. Mais en fait, le fait d'être vu, ça protège aussi une certaine qualité de travail. Parce qu'on est quand même bien protégé par ça. Quoi. Maintenant, je comprends. Il n'y a pas de mur. Il n'y a pas de mur. Bon, après, il n'y avait pas de mur autour des centres de jour avant, mais sauf que c'est un bâtiment, on monte un escalier. Oui, non, ça, c'est des murs, ça. Là, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le même bateau à l'ouest pour. Et on pourrait en faire beaucoup, c'est sûr. Oui, mais j'insiste. On a eu beaucoup de réactions étonnantes. C'est vrai que pendant le chantier, c'était étonnant. Un jour, quand il était en finition, on commençait à faire les habillages en bois. Il y a 2 Mercedes qui sont arrêtés, des Saoudiens, ils voulaient l'acheter. Il les regardait en permanence, il les photographiait. Donc au début, on se dit, bon, mais finalement, ça lui donne de l'importance. Mais ça le sauve. Ça le sauve. Mais c'est un privilège d'être sur l'eau. Souvenir, et c'est bien ce que Eric cherchait. C'est ce privilège que nous connaissons pour le pratiquer tous les jours. L'idée, c'était de proposer, par exemple, une psychiatrie. Ou comme de la même manière que les gens de l'Armée du Salut assistent beaucoup pour faire bénéficier les gens en hébergement d'urgence. On est vraiment en train de travailler sur un projet pour l'Ordre de Malte, c'est ça l'idée. C'est un projet qui va être en centre d'hébergement d'urgence, qui va être à côté de l'embarquement des grands paquebots fluviaux. Ah oui, là-bas. Et donc, l'idée pour nous, c'est carrément de faire en sorte que ce bâtiment, que les gens qui se présentent pour embarquer sur les bateaux hôtels se trompent. Moi, je voulais vous poser par ailleurs une question, puisque vous parliez des Saoudiens, mais pas que des Saoudiens. Nous avons rencontré, dans le cadre d'une réunion où il y avait de nombreuses associations, une association de non-voyants ou de malvoyants. Et la personne qui s'occupait d'eux, elle a envie de venir visiter l'Adaman, parce qu'en plus, m'a-t-elle dit que pendant des années, elle a regardé la construction et l'avancée des travaux. Et elle voulait également pouvoir amener quelques non-voyants pour voir la sensation qu'ils auraient eue dans un tel lieu. C'est important, c'est parce qu'en effet, tout ce qui est de l'ordre du toucher, absolument. Tout ce qui est de l'ordre du toucher, tout ce qui est de l'ordre des sensations, des bruits, ça compte beaucoup aussi dans le travail d'architecture. Ça devrait être. Il faut arriver à sortir. À Monsieur Vallée qui nous autorise à il faut arriver à sortir de cet univers de placo-plate, parce que finalement, c'est quand même ça qu'on nous propose aujourd'hui, c'est l'univers du placo-plate. Et je me souviens qu'en même temps qu'on travaillait sur l'Adaman, je suivais un cousin qui allait à l'hôpital de Choisy, la mort de Choisy. J'y allais régulièrement et je me percevais à quel point c'était pas du tout ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire un univers dit tamisé. En fait, on a envie que les gens dorment. C'est terrifiant. Quand on les regarde bien, ces espaces-là, qui sont pourtant totalement typiques de ce qu'on appelle le monde hospitalier, à quel point ils sont dans une sorte de délire. C'est ce que j'appelle moi le délire du placo-plate. Oui, mais c'est un truc de riche, ce que tu éprouves. Parce que la réalité de la psychiatrie, c'est pas ici. C'est malheureusement, et c'est pas. Je veux dire, les psychiatres et les professionnels et la société est bien contente que ça soit pas ça. Enfin, que ça soit enfermé derrière des murs, etc. C'est évident, c'est le souhait majoritaire, qu'on est donc dans un système minoritaire. C'est pour ça que je disais qu'il faut le protéger encore plus en le classant en monument historique. Oui. Un monument historique. C'est pas tant le monument qu'il faut classer, c'est l'équipe. Et en espèce en voie de disparition, c'est-à-dire le côté vivant de la chose. Ce sera classé monument historique au jour de la mort de la région. Vous parliez de la symétrie tout à l'heure, et des particularités du bâtiment, justement, qu'on évoquait avec une personne qui travaille ici qui s'appelle Bruno.
c'est que ce n'est pas un bateau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de proue et de poupe. Il n'y a pas de moteur non plus. Et que ça a certaines implications symboliques qui me semblent pas anodines. Oui, c'est très clair. Encore une fois, ce que vous évoquez des particularités d'un bateau, la proue, la poupe, c'est ce qu'on parle de ce qui existe dans les bateaux de mer. Déjà, on n'est pas dans un univers maritime. Les barges, par exemple, les péniches, c'est beaucoup moins marqué. Il y a beaucoup de barges qui sont beaucoup plus symétriques. La péniche d'Éric, c'est pour le Rhône. Et déjà, pour des milieux plus durs, plus agressifs, il y a une véritable proue. Mais c'est vrai que c'est important cette symétrie. En tout cas, pour nous, elle était acceptable, parce qu'elle ne fait pas du tout partie des références aujourd'hui architecturales. Pas du tout. Il y a très peu de bâtiments totalement symétriques, sauf ceux qu'on accepte, par exemple, dans les grands moments de l'architecture, comme par exemple la Villa Savoie, Le Corbusier, est un bâtiment symétrique. Mais elle comporte une promenade architecturale, c'est très riche. Mais à côté de la symétrie, c'est un sujet intéressant, en tout cas pour les gens qui font un travail d'architecture. C'est une vraie question. On a un endroit, un lieu qui va inspirer. Oui, je parlais tout à l'heure en fait, de ces références qui étaient pour nous très importantes, c'est celle du travail de Louis Kahn. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais aujourd'hui, c'est important de le citer. C'est un architecte qui n'est plus du tout repéré, même dans les écoles d'architecture, c'est surprenant. Parce qu'en fait, c'est un très grand architecte qui fait partie de l'histoire de l'architecture, qui a apporté des choses très importantes, avec une approche très particulière. Et en tout cas, on était vraiment baigné à ce moment-là dans ce travail, non seulement dans son travail. Ce qui est intéressant dans Louis Kahn, c'est pas seulement dans son travail, dans sa production, mais aussi dans ce qu'il dit de sa démarche. Parce que là aussi, ce qui est intéressant chez lui, dans son discours, là où il est le plus précis, c'est quand il parle de sa démarche. Quand il parle de sa manière de travailler, comment il travaille. Et si on va beaucoup plus loin, on peut même aller jusqu'à sa manière même matérielle de travailler. C'est quelqu'un qui travaillait au fusain, donc c'est un architecte qui a fait des grands bâtiments, travaillait au fusain, ce qui est déjà une première particularité. En fait, il avait une travail très particulier, donc il travaillait au fusain, et en plus, avec sa manche, comme ça, il efface. Vous voyez, le fusain, c'est très diffus, comme ça. Donc vous effacez comme ça, il ne reste que quelques lignes qui submergent, hein, qui reviennent, sur lesquelles vous reprenez. Donc c'est un travail, vous savez, c'est un travail de fusion. C'est un travail de recommencement permanent, de recherche du fait que les espaces sont imbriqués, ils ont un sens très fort, que par exemple la rue est un thème qu'on peut très bien trouver dans un bâtiment, qui est un thème vraiment inclusif. Ce sont des constructions, en fait, ce que j'appelle une fusion. Et pour nous, ces références, c'est très important. Alors dire qu'il y a un bâtiment en particulier qui fait référence, qui est une référence ici, il y en a certainement, hein, bien sûr. Aussi, le Corbusier avait une phrase qui est très simple, il disait « on commence à produire en reproduisant ». C'est vrai que l'idée qu'un architecte travaille de façon ex nihilo, à partir de rien, est totalement absurde. Comme n'importe quel artiste, l'architecte travaille à partir de références. Donc il y en a certainement qui sont assez proches de bâtiments, mais en tout cas à ce moment-là, on travaillait sur ces bâtiments de Louis Kahn. Si vous avez l'occasion de regarder sur Internet ce qu'est son travail, peut-être que vous sentirez cette relation. Il y a un très très beau film documentaire sur le Vignoret, en résonance avec Louis Kahn. Et j'ai vu ce film à l'époque. Je ne me souviens plus du titre. Maille Architecte. Pardon? Sur Louis Kahn? Oui, Maille Architecte. Maille Architecte, c'est ça, c'est son fils. Et son fils a fait ça, et il parle d'ailleurs de son rapport à la folie. Ça. C'est magnifique. Maille Architecte. Maille Architecte, c'était. En anglais. Oui, parce que il est américain. Et il a fait les bâtiments fréquents. Est-ce que je peux parler à l'architecte? Autant j'adore Charlotte Perriand, autant Le Corbusier, qu'est-il apporté? C'est une grande question. Autre conférence. Il est quelle heure? Oh là là, il y a plus que 26 minutes. Mais il a porté ce genre de phrase, par exemple. Vous voyez, c'est des phrases très simples. On commence à produire en reproduisant. Mais la maison du Fada. On peut peut-être donner la parole à Ouais, on va prendre une question. Juste me dire. Penser un peu, co-produire les agences. Et sinon, je pense que c'est non, pourquoi?
Il y a une conférence sur Philippe Pommel cette année dans le cadre de la chaire de philosophie à l'hôpital, qui a travaillé avec, toute sa vie avec une architecte. Nicole Sonolé. Ouais, tout à fait. Donc, il a quand même tout le 13e arrondissement, il l'a cofondé, co-construit avec elle en travaillant vraiment étroitement sur tous les lieux CMP, centres d'accueil et lits d'hospitalisation dans différents lieux de Paris et de la banlieue. C'est quelle date cette Sonolé Pommel, c'est les années 70. Non, pardon, pour cette conférence. Ah, la date de la conférence. Je sais pas. Je crois qu'elle n'aura pas lieu, en fait. Non. Bon, en tout cas, voilà. Il y a un très bel article sur ce travail. Il y a un très bel article de Meredith Tenour, qui est une architecte qui effectivement devait intervenir cette année, mais ça ne peut plus se faire. Elle vient l'année prochaine. Spécialiste de Pommel et de Sonolé, qui ont effectivement une expérience un peu plus ancienne de collaboration très étroite entre l'architecte et le médecin. Il y a les wagons Il y en a. aussi. Hein? Il y a les wagons de la À la Chênaie, oui. Oui. Jean Girard, Moi, j'avais envie de rajouter quand même quelque chose un peu à cette histoire du soin et de comment ça s'est construit. Et comment il y a eu une rencontre aussi de deux univers à un moment donné. Vous l'avez un peu dit, mais pour l'avoir vécu un peu plus de l'intérieur, avoir fait des ateliers autour de ça, de l'architecture, de la ville, de la circulation, tout ce travail que ça nous a permis, en fait, nous, de réaliser, des petits groupes comme ça qui travaillaient, qui faisaient du reportage, qui faisaient, il n'y avait pas encore de radio, mais il y avait déjà le journal, le fameux carnet de bord, effectivement. Et quand même, tout ça, je trouve que, alors oui, ce bâtiment est beau, bien sûr, il n'y a pas de doute là-dessus. Oui, il est symétrique, oui, il y a de la matière, mais j'ai envie de dire oui, il y a eu rencontre, surtout. Et pour moi, je pense que c'est ça aussi qui est toujours dans ce lieu, c'est-à-dire que même s'il y a plein de gens, moi je me sens très bien de ces groupes-là, je regardais tout à l'heure autour de moi, il y a plein de gens qui ne fréquentent plus actuellement le centre de jour, pas toujours pour des raisons tristes, rassurez-vous, mais en tout cas, je trouve que dans l'ambiance du lieu reste cette idée que quand même, il s'agissait de fabriquer et de construire un lieu où on se sentirait bien. Bien un partagé. Et du coup, il y a quand même, je trouve encore cette attention au lieu qui est là, pour certains très très présente, pour d'autres un peu moins. Mais il y a quand même ce lieu a une histoire et son identité, c'est qu'à un moment, il a été fait pour nous. Et le nous, c'est un grand nous, avec des gens qui sont encore là, beaucoup de gens qui sont partis, beaucoup de gens qui arrivent encore tous les jours. Et je trouve que, pour moi, en tout cas, c'est ça que je trouve toujours intéressant. Et c'est que, effectivement, quand il y a les touristes qui viennent demander s'il nous reste encore à manger pour le service du midi, et ben on est tout un chacun obligé de les accueillir. Et ce côté un peu, ici, c'est pas, on ne va pas attendre que le docteur ou le responsable du bateau ou qu'un soignant y aille. C'est un peu le premier qui ouvre la porte, qui y va et qui raconte que non, on ne fait pas encore restaurant. Alors des fois on l'a fait, ou des fois on les remercie gentiment, mais je trouve que ce truc partagé, je trouve, reste encore comme ça dans l'essence du bateau, avec effectivement quand même des espaces, je pense à la petite madame, des espaces qu'on a pensés, qu'on a imaginés, qu'on a souhaités à l'époque, mais même l'équipe soignante, je pense que les 2/3 de cette équipe ne travaillent plus ici, mais avec cette souplesse, et moi j'ai trouvé ça passionnant de vous rencontrer, je regarde Delphine aussi, parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble autour du mobilier, d'aller chiner des meubles à l'hôpital, enfin, moi j'ai des souvenirs comme ça de moments vraiment chouettes autour du bois et de la matière, mais ce que je voulais dire c'était que y avait ce truc auquel je pense que vous avez entendu sur construire quelque chose où les espaces aussi soient pas trop cloisonnés, puissent être modulables. Alors après, l'hôpital a retoqué toute une série d'autres projets que moi je trouvais assez passionnants, avec des trucs qui se modulaient, des espaces qui s'agrandissaient, enfin ouais. Mais en attendant, je trouve qu'il reste cette liberté sur le bateau. Pendant un temps, on avait un atelier qui s'appelait l'eau à la bouche, donc ici c'était une salle de restaurant.
On a fait, il y a 10 jours, une expo photo avec mes collègues pour clôturer 7 ans d'atelier photo ici. Donc, on a occulté toutes les fenêtres. On a enlevé le gros du meuble. Ça devenait un vrai espace d'exposition. Et je trouve que ça, c'est peut-être la chose la plus précieuse, moi, qui me reste d'avoir. Je me dis, dans 10 ans, moi, je travaillerai sûrement plus là. Et j'espère que d'autres personnes en arrivant se diront, ah tiens, ça me donne une idée, je vais faire un atelier capitonnage, génial, où je vais faire ceci, cela, parce que l'espace le permet aussi. Voilà, je ne sais pas si je été un peu long. Oui, c'est pour dire que voilà, il y avait c'est cette très clair, pratique de la important. liberté aussi, comme ça, de continuer à vivre et donc à désirer et donc peut-être à soigner. Et de ne pas ressembler à un hôpital, du coup. Parce qu'on peut confondre avec. Avec beaucoup d'autres objets. Mais c'est quoi un hôpital? On a une question. Je veux répondre. On a une question au fond. Comment est venu le nom de l'Adamant? Ah, mais c'était ma question. Il faut finir le récit sur le choix du nom. Ah oui, j'ai déjà entendu des choses, mais j'y crois pas. J'avais commencé. Ben, j'ai dit qu'on avait lancé un appel à non dans l'ensemble du service. Et puis qu'il y avait eu une liste, je dis 300, mais 200, c'était 200, enfin c'était fou, quoi. Il y avait vraiment, comment on allait faire avec ça? Donc on a fait un jury. Je me souviens qu'il y avait 6 professionnels du soin, disons ça comme ça, puis 6 non professionnels du soin, et puis ça faisait 12. Et je me suis dit, il faut que je me mette là-dedans parce que comme ça, il y aura le 13. Si jamais il y a égalité. Bon, enfin voilà, c'est comme ça. On a été 13 comme ça. Et on s'est réunis pendant 2 matinées. Et on a éliminé les noms petit à petit. En fait, on a commencé par dire, chacun met les noms qu'il veut sur une feuille. Alors, il en met autant qu'il veut. Ça nous en a fait, je sais pas, 50 qui restaient. Et on a fait 2, 3. Bon, ça discutait. Ça prend du temps, je résume. Ça prend beaucoup de temps, des réunions comme ça. Surtout que l'objectif, c'était que ça prenne du temps. Et que ça discute. Oui, sinon, ça n'a pas d'intérêt. Et donc, au bout de la matinée, il nous en restait peut-être une dizaine. On avait fait 2 ou 3 tours de sélection. On a refait une matinée la semaine suivante, je crois. Tu étais là, toi, je me souviens bien. En fait, j'étais là, mais ça, je me souviens. On bataillait fer aussi. Ah, oui. Et alors, la semaine suivante, on s'est retrouvés tous les 13 là, et on a commencé à défendre les noms. Vraiment. Donc, ça discutait vraiment beaucoup. Ça a pris encore toute la matinée. Et petit à petit, on s'est retrouvé avec 2 noms à la fin. Et tout ça, c'était des votes secrets. Hein. Alors, vous savez, on rigolait pas. Hein. Il y avait Adamant d'un côté et Utopie de l'autre. Utopie, c'était le vôtre. Bah oui, donc je défendais ce truc-là. Et Adamant, je ne sais plus qui le défendait. C'est pas moi qui défendais Adamant. Bah si, j'ai souvenir, c'était toi qui le défendais. Mais quelle est l'origine du mot Adamant? Non, je défendais Adamant contre l'utopie. Ah voilà, c'est ça. En fait, j'avais d'autres positions. oui, mais tu n'étais plus là. Qui est arrivé en 3e. Et c'est pas Arnaud qui défendait Adamant? Non, je pense pas. Non, je ne sais plus qui le défendait, enfin en tout cas. Mais Adamant, ça veut dire quoi? Eh ben, ça ne veut rien dire. Enfin, c'était un mot inventé. Et dans ce mot-là, moi, ça chantait dedans. Il y avait Adam et Amant. Et quand on associe les deux, ce qui est complètement inimaginable, ça fait un peu adamantin. Et adamantin, c'est dur comme le diamant. Et en même temps, Adamant, c'est une archipel, et j'ai su ça après, une archipel dans l'océan Pacifique, du côté de
ou un archipel. Un archipel. Moi, je le vois féminin. Enfin, c'est un archipel, disons, dans l'océan Pacifique du côté très sud, du côté de la Nouvelle-Zélande, et presque à l'opposé de la France. Presque. Pas tout à fait, aux antipodes. Je crois que c'est un groupe de punk. Et par ailleurs, il y a aussi, je crois, un groupe anglais qui s'appelait Agamand. Bon, enfin, en tout cas, celui-là, il est sorti, on ne savait pas ce que ça voulait dire. Et il a gagné le dernier vote. Donc, ce n'est pas la peine que je sois le 13e. Et maintenant, je suis bien content que ça soit Agamand, en tout cas. Ouais. Il y a plein de choses, je crois qu'il y a un livre qui s'appelle L'Adamante aussi, c'est ça, c'est un livre de science-fiction. Docteur, juste une autre question. Est-ce que en vous, il n'y avait pas aussi l'idée d'ancrer une unité psychiatrique au centre de la ville à un moment où on rejetait où on repoussait toutes les unités et tous les hôpitaux psychiatriques dans les banlieues à l'extérieur des villes? Parce que j'ai vu votre réaction par rapport à l'hôtel Dieu. Vous êtes tout content qu'il n'y ait pas une oui, non, moi j'avais un projet plus. Enfin, on peut toujours avoir des projets, mais à un moment, il faut s'arrêter. Et après, c'est les autres qui continuent. Effectivement, j'avais envie que l'hospitalisation de ce secteur soit installée à l'Hôtel Dieu. Je trouvais ça logique, normal. C'était au cœur du secteur, à proximité de lieux d'habitation, etc. Malheureusement, j'ai œuvré, mais c'est pas passé loin, mais c'est pas passé. À un moment, j'ai cru que j'y arriverais, et puis je ne suis pas arrivé. Mais le mouvement d'exclusion dont vous parlez, de rejet dans les banlieues, etc., ça ne correspond pas au mouvement qu'il y a eu à Paris, où il y a eu un rapprochement des structures qui étaient toutes en banlieue, sauf quelques dispensaires, mais enfin, à l'époque, c'était des dispensaires, pas des CMP. Il y a eu donc un mouvement pour Paris qui était l'inverse, dont on a profité de ce mouvement-là. Parce que, mais globalement, c'est vrai que à la même période, dans les années 2000, il y a eu en France, comme ça se fait maintenant encore, puisque ça m'énerve un peu ce qui se passe là, le projet d'Esquirol, enfin de Saint-Maurice, il disparaît Esquirol, et qui se fait dans un bâtiment comme ça, entouré d'un mur. Je trouve qu'on régresse. On régresse vraiment beaucoup, mais on a toujours fait ça en France. Dans les années 2000, il y a eu, par exemple, à Toulouse, qui avait eu cette explosion juste à côté de l'hôpital, qui avait soufflé quasiment l'hôpital psychiatrique. On a refait l'hôpital psychiatrique, pareil, comme avant, avec tout pareil. À Auxerre, ils avaient un projet parce que l'hôpital était vraiment pourri. Ils ont refait le même. Enfin, tout pareil. C'est regrettable, mais c'est le 21e siècle. Nous, on pourrait préciser par rapport à l'histoire de Fatima, effectivement, c'était pas à rebours à ce moment-là, c'est-à-dire que la circulaire de mars 1960, portée par tous les gens dont tu as parlé en introduction, souhaitait soigner les patients au plus près de leur habitat, de leur mode de vie culturel, familial, professionnel, amical. Et l'idée, c'est ça l'idée principale, qui est aussi l'idée d'Éric quand il propose ce bateau, parce qu'il vit sur un bateau et qu'il pense que c'est une vie suffisamment bonne pour la proposer aux patients et aux soignants quand il est responsable. L'idée de la naissance des hôpitaux de jour dans les cités, c'était vraiment de redonner de la dignité à des gens qui pensaient l'avoir perdu, la dignité. Quand on est malade, on pense avoir perdu toute dignité, et on avait l'impression que l'hôpital psychiatrique renforçait ce sentiment d'indignité. Donc, cette loi sur le secteur, cette loi sur le secteur, c'était de trouver des lieux suffisamment dignes pour soigner dignement les gens. Et effectivement, on est, c'est peut-être ça que vous voulez dire là, on est en ce moment dans un mouvement potentiellement inverse, où les gens, les soignants, les infirmiers, les soignants, ils sont de lumpen prolétariat du soin,
les soignants et les patients pouvant revivant en ce moment ce sentiment d'indignité de leur maladie et de leur exclusion qui est avec une autre couche, le sentiment d'indignité quand on voit dans quelles conditions ou la naissance de ces hôpitaux aéroports, là où on ne s'intéresse plus qu'à l'entrée et à la sortie, et plus des patients et des soignants, et plus du tout au séjour. Une question essentielle de soigner quelqu'un, c'est pas seulement le traiter, c'est également lui permettre d'être dans un lieu de vie. Aujourd'hui, le lieu de vie, l'hôpital n'est plus considéré comme un lieu de vie, ça serait, on l'a disjoint, c'est le médico-social. Or, c'est des lieux, sinon c'est quoi alors? C'est des lieux, il faut que l'hôpital et les hôpitaux de jour et les autres lieux de soins demeurent des lieux de vie, des lieux où il y a du vivre. En tout cas, c'est une question, une question qui est un peu au cœur du séminaire. Et c'est quand même qu'est-ce qui fait que peut-être on peut constater ici qu'il y a un rapport entre un projet, qui est un projet de psychiatrie, et puis une réalisation, finalement une construction, une architecture. Qu'est-ce qui fait qu'il y a à un moment donné une perméabilité finalement entre ces deux univers? On a commencé comme ça, hein. Il y a d'un côté des gens qui font de la psychiatrie, puis de l'autre côté des gens qui font théoriquement un travail d'architecture. Quelles sont les conditions de cette perméabilité, de cette osmose? En fait, on peut, en tout cas dans l'expérience pour nous de l'Adamant, il y a quand même quelques règles assez simples. Hein. C'est avoir du temps. Avoir du temps. C'est-à-dire qu'en fait, on a passé beaucoup de temps ensemble, un temps régulier et un temps qui se compte presque en années. Ça, c'est quand même une condition rare. Hein. Et puis, ensuite, c'est vrai que le deuxième support, je dirais, de cette perméabilité, si vraiment on peut constater aujourd'hui qu'il y a un rapport entre voilà, ce qui était voulu, ce qui était désiré et ce qui peut être constaté. Et puis, je crois qu'il y a quand même la nécessité de sortir, de par le temps qui est passé, de tout ensemble d'a priori, d'illusions. C'est un nettoyage. Je crois que ce sont les conditions essentielles de cette possible perméabilité. En tout cas, c'est ce que nous on ressent dans l'expérience de l'élément. Et encore, ça veut dire que dans les processus de travail architectural ou de construction de bâtiments, par exemple hospitalier, il faut créer ces conditions-là. Et elles n'existent pas. Hein. Parce qu'en général, il y a un programme qui se traduit immédiatement dans des propositions architecturales qui sont en général seulement formelles, quelquefois fonctionnelles, en tout cas qui sont examinées de cette manière-là, ou analysées, ou choisies de cette manière-là. Il n'y a pas de temps pour ce que nous avons fait. Il n'y a pas le même temps. C'est incroyable ce qu'on voit là. Ouais. À chaque fois, je reviens pas. J'ai le sentiment que ça vous a bien marqué de travailler sur ce projet. Oui, mais on le dit. Par rapport même à d'autres. Oui, on le dit, on le répète systématiquement, c'est que ce travail, cette période-là de travail nous a apporté beaucoup dans notre travail architectural, dans ce qu'on a compris de notre travail, des nécessités ou des engagements ou de l'intérêt de notre travail. Énormément. Plus que n'importe quel autre projet flottant. Et après, encore une fois, il faut se rappeler que c'est aussi un bâtiment flottant, donc il a des particularités vraiment très fortes, à ce point de vue-là, qui sont à l'origine du bâtiment, qui sont dans la vie tous les jours, dans les pratiques tous les jours. Peut-être une dernière intervention, puisqu'il est déjà 20h, malheureusement. Sinon, on peut s'arrêter sur ces magnifiques... Moi, je reviens toujours à ma main. Bon, ben, ça peut être la dernière. Posez-la. Oui. Oui. Pourquoi ce bâtiment fonctionne très bien. Je trouve. Bon, on ne sait plus qui est soignant, qui est soigné. Bon, pourquoi ne pas le faire à Lyon, à Bordeaux, à Budapest? Oui, j'ai pas eu la réponse. En tout cas, notre réponse, c'est qu'une particularité de l'architecture flottante, c'est qu'elle est déplaçable. Donc, on pourrait peut-être pas le retenir, mais le prendre et l'emmener ailleurs, à New York. Il y a des malades qui veulent se déplacer, qui veulent aller dans la deuxième. On avait parlé d'aller à New York. Ils vont déménager pour participer à la demande, pour être soignés à la demande. Des gens qui me disent on a la chance, nous on va déménager. Comme ça on aura peut-être des chances d'être sur la demande. Ah oui, c'est une bonne chose.
Pardon? Moi, t'as mis dans une imprimante 3D, comme ça, moi. On l'a refait par Moi, je lui ai demandé, est-ce qu'elle peut se déplacer? Elle peut dire qu'elle n'a pas du tout de moteur. Bien sûr. Il peut la tirer. Il y a un moqueur. Elle peut voyager. Arnaud, le héros. Il y a des particularités de l'architecture flottante, c'est que ce bâtiment-ci, par exemple, il est très facile de le pousser, parce que c'est poussé par un pousseur, jusqu'au Havre, par exemple. Au Havre, vous le chargez sur une plateforme submersible. C'est une opération extrêmement simple. Vous pouvez l'emmener à New York et le redéposer à New York. Vous voyez? Moi, je préférerais aller. Je sais que t'as fait ça. Oui, Je serais en Polynésie. Pardon? Avec tes patients? Une croisière. On en a fait des croisières. La direction. Parce qu'il y a un autre bâtiment flottant qui nous a offert une croisière. Il n'est pas très pratique comme il n'est pas très maniable quand même. Il dit qu'on peut le bouger facilement. Il y a quelque chose d'extraordinaire ici que je connaissais, que j'ai vu nulle part ailleurs, et je crois que c'est les deux passerelles qui sont en même temps des équards et qui permettent en fonction du niveau du bateau. Non, mais c'est un truc extraordinaire. Il y a les bancs, tout ce qu'on veut, mais aussi on peut y aller à n'importe quel que soit le niveau de la Seine. Alors, ça, pour les enlever, pour partir en bateau se balader, c'est le possible. Mais il y a d'autres bateaux pour aller se balader. Hein. Ah oui. Ah, mais il y a eu un soin et croisière. Il y a eu le père Jaouen qui était qui faisait du soin avec son bateau sur un voilier en mer, des toxicomanes essentiellement. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.